Bonjour à tous, nous abordons la partie 3 qui est réservée aux Atlantes. Donc je vous rappelle que le télépathe est en état modifié de conscience, qu'il est connecté à la source et qu'il recueille ainsi des informations. Alors nous allons revoir ce qui a été vu en partie 2, mais un peu plus en profondeur, un peu plus en détail. Donc là, je demande au télépathe de se connecter. Et pour commencer, donc on va parler des vêtements. Donc tout le monde est habillé pareil. Il n'y a pas de tenues différentes entre eux. Les hommes sont tous habillés de la même façon. Par contre, il y a plusieurs tenues. Il y a les tenues de travail. Il y a les tenues de cérémonie. Et quand on quitte son travail et qu'on est chez soi, on pose la tenue du travail. Tout ça, ça permet de savoir si on peut déranger la personne ou pas. Donc un Atlante qui est au travail, sauf cas d'extrême urgence, on ne le dérange pas. Donc s'il est en tenue de travail, on ne le dérange pas. Et en cérémonie, c'est pareil. Par contre, quand il est dans sa tenue vestimentaire qu'ils appellent des libertés, ils peuvent tous communiquer entre eux. La tenue de travail, on va commencer par celle-ci. C'est, on dirait un pantalon extrêmement brillant qu'il porte. La couleur est d'un bleu assez pâle. On dirait que c'est métallisé. On ne connaît pas cette matière. C'est un textile qui est fait à base de chanvre. Ensuite, il est trempé dans une solution qui le teinte en bleu et qui laisse des petites paillettes. Suite à ça, les Atlantes travaillaient beaucoup avec l'inox et le chromage du tissu se faisait avec l'inox. Ils utilisaient un générateur. Ce générateur autonome produisait un courant continu. Ce courant, il y avait une anode qu'on branchait sur une borne de ce générateur et sur l'autre, on mettait notre vêtement. On trempait ça dans un bain et il y avait un transfert de l'anode vers la cathode ou l'inverse, il ne voit pas trop. Et plein de petites paillettes venaient se déposer sur le vêtement, ce qui lui donnait ce scintillement particulier. Ensuite, le vêtement était mis à sécher. Donc ce pantalon est assez large, aux jambes, aux mollets, pas trop au niveau des fesses, ni à la taille. À la taille, il était ajusté avec un cordon, et en bas, aux chevilles, il est serré. Sur chaque cheville, avec un cordon. Et le haut, ils avaient des vêtements déjà en coton à l'époque. Ils avaient comme un maillot. Donc un maillot beige gris clair, plutôt beige, en coton, manches longues, et par-dessus une veste qu'ils ont le droit de poser s'ils ont trop chaud au travail.
de la même couleur que le pantalon. Sur le dos, si quelqu'un travaille pour les communications, était marqué en Atlante Communication. S'il travaillait dans une garderie, c'était écrit garderie. Donc on savait ce qu'il faisait. Ensuite, on a aussi la tenue de la semaine, la tenue qu'on met tout le temps. Donc, les vêtements sont exactement les mêmes. Donc même pantalon, même veste relativement cintrée. À l'exception qu'elle change de couleur. Elle est blanche, toute blanche. Il y a une petite différence avec les femmes. Donc le pantalon est pareil, sauf que elles ont une espèce de ceinture en tissu au niveau de la taille. Elles font un nœud simple devant et elles laissent retomber les deux boucles devant. Et les boucles redescendent quasiment jusqu'au genou, donc c'est assez joli. C'est la seule différence avec les hommes. Et les vestes sont beaucoup plus cintrées chez la femme. De plus, la femme, il y a un col sur la veste et ce col redescend jusque sous les seins. Et elles ont le même maillot au-dessus. Donc ça reste relativement... Enfin, c'est assez joli, c'est très beau à voir. En sachant qu'il n'y avait pas d'obèses à l'époque, tout le monde se nourrissait sainement. Les femmes mesuraient en moyenne 1,80 m. Toutes ne dépassaient pas les 60 kg, donc entre 55 et 60 kg. Les hommes, entre 2 mètres et 2,30 m pour les plus grands. Les hommes pesaient tous entre 85 et 105 kg. Et les enfants, ils étaient habillés comment? Les enfants avaient le même type de tenue. Par contre, pas de veste. Tant qu'on n'a pas 15 ans, on ne met pas de veste. Ça permettait de savoir son âge à partir de 15 ans. Et après 15 ans, donc, il a une veste, mais différente. Une veste qui est de couleur grise clair. Et quand il arrive à 25 ans, ce qui correspondrait à leur majorité à l'époque, cette veste est à abandonner au profit de la veste des adultes. En fait, leur tenue vestimentaire permettait très rapidement de cibler même de dos si on avait une femme, un homme et à peu près son âge. À savoir que les ceintures rajoutées sur les femmes ont des liserés. Chaque liseré correspond à une dizaine d'années. Et tous les 5 ans, on mettait un demi-liseré. À 5 ans près, on savait l'âge de la femme. Pour l'homme, il avait un col plus petit et les liserés étaient sur le col, mais en face avant. De dos, ils avaient tous les cheveux relativement longs. Donc un homme petit et fin, de dos, pouvait passer pour une femme. Quelle était la couleur de leurs cheveux, de leur peau, des yeux? La peau relativement claire, les yeux tous bleus, sans exception. Il y a eu quelques rares yeux verts, mais leur choix les a poussés à n'avoir que des yeux bleus
Ils ont tous quasiment la même forme, le visage assez fin, les cheveux sont plutôt châtain clair. Les femmes tiraient plus vers le blond et les hommes vers le châtain. Est-ce que des Atlantes de couleur ont existé ou bien ils ont toujours été blonds aux yeux bleus? Des Atlantes de couleur ont existé, oui, par la suite. Là, nous sommes aux origines, à la première génération. Et les tenues vestimentaires n'ont pas changé. Alors, est-ce que tu peux dater là, ce que tu captes? Par rapport à l'an 0 Jésus-Christ, on est à l'an moins combien là? On est à l'an moins 22 000 avant Jésus-Christ. Tu veux dire que les premiers Atlantes sont arrivés à ce moment-là? Oui. Donc là, c'est la première génération d'Atlantes, on est d'accord? Tout à fait. Et ils ont vécu jusqu'à quelle date? Jusqu'à leur extinction définitive? Moins 17 500. Bien. Quel était leur mode de vie? Alors, on va aborder les habits de cérémonie maintenant. Ils étaient tous violets, absolument tous, tout le monde pareil, tout le monde en pantalon et comme un espèce de t-shirt. Par contre, tout le monde avait comme une espèce de grande robe par-dessus, genre tunique, mais par contre, elle était quasiment sans manches, à part un morceau de tissu qui recouvrait les épaules. Ça descendait très bas sur les pieds. On ne voyait quasiment pas les pieds. En fait, tous les dimanches, il y avait une cérémonie, et ce qui est resté dans la communauté chrétienne pour les messes, ça vient de là. Tous les dimanches, ils acclamaient la lune. Ils acclamaient la lune et la remerciaient de tout ce qu'elle leur offrait. Elle était qui ou quoi la lune pour eux à cette époque? Ça représentait quoi pour eux? Pour eux, elle est l'horloge naturelle de Gaïa. Ils savent qu'elle a été apportée sur Terre pour remplacer le vrai soleil qu'il y a sur Gaïa, celui qui crée les aurores boréales aujourd'hui. Donc la Lune, ce qu'on appelle la Lune aujourd'hui, était notre soleil en réalité. Quand ils ont fait la Terre, ça a été une pâle copie de Gaïa, mais il fallait pouvoir faire une fausse représentation de ce qui existait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Lune a encore une importance capitale sur nos plantations, sur nos humeurs, sur beaucoup de choses. Et c'était là la principale motivation de leur célébration qu'ils faisaient. Donc tous les dimanches, ils célébraient la Lune. Donc ils se voyaient tous les dimanches, enfants, tout le monde se mélangeait. Par contre, là, toutes les tenues étaient les mêmes pour tout le monde. Donc les enfants aussi étaient en violet. Donc toutes les tenues étaient les mêmes, elles étaient juste ajustées à chaque personne. Ces tenues ne servaient qu'aux cérémonies. Et donc, si aujourd'hui on devait mettre un horaire, donc ce serait de 9 heures à 11 heures, des cérémonies extrêmement joyeuses. Et ils faisaient ces cérémonies
dans ce que nous on appelle des églises, des temples, il y avait un lieu pour ça ou bien c'était à l'extérieur? Est-ce qu'il y avait un lieu spécifique pour ça? Il y avait un temple, oui, mais le temple n'était pas pour eux. Bien sûr, tout le monde avait le droit d'aller dans ce temple, de rentrer, mais le temple, il n'y avait que la prêtresse ou le prêtre. En général, c'était une femme qui y était. Ils évitaient de faire des cérémonies dans des lieux fermés pour ne pas se faire happer. Il vaut mieux les faire en extérieur qu'en intérieur. Les méditations étaient strictement interdites pendant les cérémonies. Donc c'est un rassemblement où la prêtresse rappelait ce qu'a été Gaïa. Les Atlantes connaissaient Gaïa par cœur. Chaque dimanche correspondait à une époque particulière qui était racontée sur Gaïa. Quand on arrivait au bout de 60 semaines, on savait que ce dimanche-là, il expliquait pourquoi il y a eu la Terre tout en haut de Gaïa. En fait, ça racontait la vie de Gaïa jusqu'à ce qu'on détruise son dôme tout en haut pour faire la Terre jusqu'à ce qu'il le rase. Gaïa vivant dans de la matière lourde, la 3D, elle ne pouvait rester ronde. Donc il fallait une partie où l'on pouvait créer une pesanteur. Tout ceci était expliqué au fil de l'année pendant les cérémonies. Ensuite, de midi jusqu'à environ 14 heures, partage du repas, tout le monde mangeait ensemble. C'était extrêmement festif. Et l'après-midi, chacun échangeait sur ce qu'il avait découvert, sur leurs inventions, sur leur savoir. C'était une obligation, mais personne ne se sentait obligé de le faire, tout le monde le faisait naturellement. Et ce qui concerne les vêtements où ils ont plus de liberté, donc à quoi ressemblaient les vêtements sans cérémonie, sans travail, quand ils étaient en temps libre? Donc les coupes sont toujours les mêmes, seules les couleurs les différencient. Donc il gardait ses vêtements quasiment tout le temps. Par contre, l'Atlante dormait complètement nu, juste une couverture. Sous ses vêtements, il n'y avait pas de sous-vêtements, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Il n'y avait pas non plus quoi que ce soit qui retienne la poitrine des femmes. Les femmes passaient quelques minutes dans leur journée à muscler la poitrine. Elles faisaient aussi comme une espèce de gainage. Elles prenaient très soin de leur corps. Elles se mettaient à plat ventre par terre et se mettaient sur les coudes et elles raidissaient leur corps. Ça gainait leurs membres. Et ensuite, elles se mettaient l'une face à l'autre. Elles se mettaient les avant-bras à angle droit devant elles et une femme essayait de fermer ses avant-bras et une autre femme en face l'empêchait de les fermer.
et ensuite elles inversaient les rôles. En fait, ces mouvements renforçaient la poitrine et les liens qui la soutiennent. Les Atlantes, qui vivaient extrêmement longtemps, avaient une poitrine qui ne tombait quasiment jamais. Les hommes ne portaient aucun sous-vêtement, les testicules ne devant jamais rester au chaud et jamais être comprimés. Les sous-vêtements étaient proscrits. Donc ça n'existait même pas. Pour faire leurs besoins, ils utilisaient de l'eau pour s'essuyer et des feuilles d'une plante qui n'existe plus. Il y avait des artisans qui faisaient sécher ces feuilles et les découpaient. Donc ils s'essuyaient avec ça et ensuite ils se lavaient correctement avec de l'eau, uniquement de l'eau. L'homme, ensuite, quand il urinait, il passait dans une pièce à côté et il était obligé de faire une 50aine de pas, nu, enfin sans le bas. Ça permettait d'évacuer la dernière goutte. Et ensuite, il remettait son pantalon. C'était pour ne pas avoir le pantalon taché. C'était presque une honte d'avoir le pantalon taché. Donc ce que récupèrent aujourd'hui nos sous-vêtements, eux, ils le perdaient en sautillant. Et en marchant, donc le sexe se balançait et les dernières gouttes partent. Donc c'était pas bizarre pour eux, c'était une normalité. Et les femmes, c'est pareil. Même principe. Les jupes sont venues après, en fait, pour arrêter de faire cette chose. Quand ils ont commencé à être matérialistes, ils se sont dit que ça servait à rien. Donc ils ont créé les jupes. Et elles n'étaient pas du tout destinées ni aux femmes, ni aux hommes, mais destinées aux deux. Donc la jupe est restée féminine par la suite. Mais au départ, elle était portée par tout le monde. Donc c'était pour éviter de faire la goutte à l'origine. Donc ils avaient une hygiène parfaite comparée à nous. Les excréments étaient tous récupérés. Ils étaient mélangés à une espèce de paille et ça servait d'engrais. Donc je demande à quoi ressemblait leur toilette. Donc ce sont des lieux communs. Personne ne craint personne. Donc ils n'avaient pas un toilette chez eux, c'était des toilettes en communauté. Environ tous les 100 mètres dans les rues, il y a des toilettes. Donc chez eux, il y avait un faux plancher. Ils pouvaient s'asseoir, ça faisait juste un trou, et ils faisaient là-dedans. Et ensuite, ils passaient dans la pièce à côté pour égoutter. Et tous les jours, dessous, on venait nettoyer. Il y avait des équipes comme des éboueurs qui venaient récupérer tous les excréments et l'urine. Et avant de récupérer, ils balançaient comme une espèce de paille dessus. Ça ressemble à de la paille. Ils mélangeaient tout ça. Ça leur faisait un peu comme du purin, comme du fumier. Ceci était étendu autour des vergers, dans les plantations. Donc à l'époque, pas d'antibiotiques, rien de mauvais. Tout est nature, tout est récupéré, tout est recyclé. Ils ne détruisaient absolument rien. Même les vergers, il était interdit d'arracher les herbes. Il était autorisé de marcher dessus, mais de ne pas les arracher.
Et de quelle façon est-ce qu'ils lavaient leurs vêtements? Ils utilisaient quoi? Et qui s'occupait de ça? C'était une civilisation extrêmement organisée. Donc les repas très souvent étaient distribués. Il y avait des laveries aussi. Donc les vêtements étaient lavés à l'eau avec un espèce de savon fait avec de l'huile, une sorte d'huile d'olive. Ensuite, ils étaient séchés. Il faut savoir que si un jour on met de la sauce tomate sur un vêtement blanc, tu le laves normalement. Ne mets pas quoi que ce soit comme détachant dessus. Et ensuite, tu le mets quelques heures au soleil et attendre. Ensuite, le ranger dans le noir. Attendre la prochaine pleine lune et le laisser toute la nuit à la pleine lune. Même s'il pleut, c'est pas grave. Le lendemain, il n'y aura plus une seule tache. Et toutes les taches partaient comme ça. Certains vêtements n'étaient récupérés qu'une fois par mois. Donc les vêtements tachés. Donc si la tâche elle a été faite un mois avant la pleine lune, il fallait attendre un mois pour récupérer le vêtement. Donc là on a fait le tour des vêtements ou il y a autre chose à ajouter? Les femmes avaient le droit à un chapeau. Ce chapeau était en paille. Le plus le chapeau était large, le plus la femme avait un âge avancé. Donc c'était aussi un signe distinctif. Le chapeau avait aussi... Imagine sur le bord du chapeau, sur les côtés, au niveau des oreilles, il faisait pendre des petits rubans. Chaque ruban correspondait à un enfant. Les Atlantes essayaient toutes d'avoir 7 enfants, comme la source. Donc il était très souvent, enfin, il n'était pas rare en fait de croiser une femme qui, à partir de cinquantaine d'années pour nous, avait déjà 7 rubans. Et il pouvait avoir le nombre d'enfants qu'il voulait, où il y avait aucune restriction. Certains en avaient peu, d'autres en avaient plus. Mais le but ultime, c'était 7 enfants. Pour eux, c'était un bon chiffre. Est-ce que les femmes qui n'avaient pas d'enfants, est-ce qu'il y avait une solidarité avec les femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants? Est-ce qu'elles pouvaient quand même s'occuper d'enfants? Toutes les femmes arrivaient à enfanter. On aidait celles qui ne pouvaient pas du tout. Il y avait à l'époque déjà une méthode d'insémination artificielle. Des hommes, on prenait les plus forts, les plus solides. Ils offraient leur sperme, non pas avec un rapport sexuel. Il était récupéré et le jour même, à l'instant où il était récupéré, il était inséminé. Et les femmes qui avaient d'autres problèmes plus graves qui ne pouvaient pas en avoir du tout, exemple problème d'ovaire, ces femmes-là adoptaient. Il n'y avait pas d'orphelinat, pas d'enfants abandonnés chez les Atlantes.
si un enfant perdait sa mère, elle pouvait mourir en couche, ça arrivait, hélas. L'enfant était sitôt donné à une mère qui ne pouvait pas en avoir. Et il était interdit à toute la communauté de dire que l'enfant avait perdu sa mère. Pour lui, sa mère était sa mère. Donc il apprendra réellement son histoire à l'âge de 25 ans. Quand on lui permet les premières méditations, il voit la vérité. Mais pour qu'il ait une jeunesse épanouie, non différente des autres, il était interdit de l'annoncer. Comme ça, l'enfant n'est pas perturbé. Et ensuite, il est suffisamment mature pour comprendre. Et il le voyait lui-même en transe. On lui permettait de faire des sorties de corps. Et à partir de là, il comprenait que sa mère n'était pas sa mère. Il était donc interdit de sortir de son corps avant l'âge de 25 ans pour ne pas se faire happer. Donc quand on dit se faire happer, c'est se faire récupérer par des entités. Donc à partir de 25 ans, les sorties de corps sont autorisées. Ils avaient le droit de méditer. Leur méditation n'était pas assez profonde pour voir ça. Mais pas le droit de sortir de le corps. De toute façon, ils ne savaient pas. C'était une méthode qui était apprise. Et les méditations se faisaient toujours seules, pas plus de 3 personnes en même temps. Il était interdit de méditer en groupe. Leurs célébrations, leurs cérémonies étaient faites sans méditation. Quel était le risque de méditer en groupe? De se faire happer. Ils connaissaient toutes les identités de toutes les entités, dont Ashtar. Donc il existait déjà à l'époque, pas sous le même nom. Il ne faut pas confondre les reptiliens qui ont environ 5000 ans et Ashtar. Ashtar n'a rien à voir avec eux. Donc Ashtar est l'une des entités les plus puissantes qui existent. Donc je dis, mais je croyais que Ashtar avait été créé par le négatif. Donc il existait déjà du négatif à l'époque, avant les Atlantes. Oui. Le négatif, il a commencé d'exister avec déjà les précédents cycles de 26 000 ans. Tu veux dire qu'avant les Atlantes, il y avait autre chose? Oui. Il y a eu d'autres vies, d'autres humanoïdes. Les hyperboréens, par exemple? Oui, tout à fait. Le mal a toujours existé. Il y a une race, on les appelle les Aviens. C'était une race qui a vécu... Tout le monde les voit dans d'autres planètes, mais ils se trompent. C'était pas ce cycle juste avant le nôtre, mais juste avant le nôtre, l'avant-dernier cycle. Donc le mal est créé depuis longtemps. À chaque renaissance, les peuples commencent tous par être parfaits, comme nous, comme les Atlantes. Chaque début de cycle est très difficile pour le mal et très favorable au bien. Et chaque fin de cycle est très favorable aussi au bien et très défavorable au mal. Donc c'est ce qui nous arrive, on commence à rentrer là-dedans. Le problème, c'est que tout doucement, tout se dégrade. Donc en fait, là on est dans un cycle de 26 000 ans, oui. Donc notre début de cycle, il n'a pas vraiment par les Atlantes, puisqu'ils sont là que depuis 22 000 ans. Non. Alors ça a débuté par quoi?
C'était ce qu'on peut appeler les pré-Atlantes. Première race d'humains qui est venue, au physique totalement identique aux Atlantes. Ça ne s'est pas bien passé du tout, puisque les Hertziens, ce début, n'en ont pas voulu. Ils ont été tous massacrés. Ensuite, quand sont arrivés les Atlantes, ils ont réussi à communiquer, à ne pas se faire la guerre, ou très peu, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie coopération, jusqu'à ce qu'il y ait une entente. Il faut bien distinguer toutes ces phases pour comprendre. Et ce que tu appelles les Avians, ils ressemblaient à quoi eux physiquement? Des grands blonds, yeux bleus, toujours habillés en blanc. C'est un peu... On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Tellement ils sont beaux. Donc ils ont été bons au départ. Et ils sont devenus, comme tout le monde, possessifs, avares, jaloux. Qu'est-ce qui fait que on devient comme ça? On a tous en nous une partie mauvaise. Et le plus nos populations augmentent, le plus on a de chances de voir des personnes qui n'arriveront pas à contrôler leur partie mauvaise. Il y a un seuil en fait. À partir du moment où on est suffisamment, on sait qu'on aura la moitié de la population qui ne pourra pas se contrôler convenablement. Si par exemple tu as 20 000 Atlantes et qu'une dizaine qui n'arrivent pas à se contrôler, ils arrivaient à les soigner, à les guérir, parce qu'ils étaient très peu. Mais quand tu as 20 000 Atlantes et que tu en as 10 000 qui se comportent mal, tu ne peux plus les soigner. Et au bout d'un moment, malheureusement, le mal prend le dessus. C'est ce qui est arrivé avec cette humanité qu'on vit aujourd'hui. Et donc c'est très difficile à gérer. Est-ce qu'à l'époque Atlante, il y avait des déesses incarnées? Ça existait, ça? Oui. Mamakia en était une. Sache que la femme était la priorité à cette époque. Elle était mise en avant. L'homme savait se maîtriser à l'époque. Il ne laissait pas le mal prendre le dessus. Et même quand il se sentait parfois infériorisé par une femme, jamais il ne levait la main sur elle. Tu imagines bien qu'un homme qui faisait plusieurs centimètres de plus qu'une femme n'avait aucun mal s'il voulait la maîtriser physiquement. Mais il respectait la femme, c'était la voie de la raison. Il n'y avait pas de violence conjugale, ça n'existait pas. Pas de violence sur les enfants. Et il savait que la raison venait de la femme. Les femmes ne font pas la guerre, les hommes font la guerre. Les femmes n'utilisent pas d'armes, les hommes utilisent des armes. Et aujourd'hui, dans notre humanité corrompue, on a réussi à éduquer les femmes comme des hommes. Il n'y a plus de vraies femmes, très peu. Toutes se sont masculinisées et tous les hommes se sont féminisés. On se retrouve avec un monde complètement défait. Il n'y a plus de repères. Non. Quel était leur mode de vie? Le travail est obligatoire pour tout le monde.
tous les travaux physiques durs sont faits par les hommes. Les hommes sont pas des esclaves, mais les hommes sont assez soumis aux femmes. Les femmes décident de qui va travailler où. Il y avait donc les quartiers comme déjà expliqué. Donc quand on allait dans le quartier du travail, tu savais où tu devais te diriger. Les laveries par exemple n'étaient tenues que par des hommes. C'était dur à laver le linge. Donc c'est eux qui s'en occupaient. Il y avait des hommes, il y avait les bâtisseurs. Il y avait plus de 700 métiers. Donc on ne peut pas tous les énumérer. Et en fait, tu vivais chez toi sans rien faire. Donc du moment que tu faisais tes 8 heures de travail par jour, tu n'avais pas à faire à manger chez toi, tu n'avais pas à faire ton ménage, tu n'avais pas à réparer ta maison. En fait, le boulot consistait à travailler pour tout le monde. Donc tu avais le droit à 8 heures de travail, donc collectif, 8 heures de repos et 8 heures pour ta famille. Donc la journée de 24 heures se décomposait comme ça. Donc la journée se composait comme ça. Donc personne ne perdait de temps à faire à manger, à faire du ménage, à laver, puisque c'était les travailleurs qui s'occupaient de ça. Donc les travailleurs venaient chez les gens, ils faisaient leur ménage. Et pendant ce temps-là, les autres faisaient à manger ou autre chose. Et tout le monde travaillait avec des horaires décalés pour pouvoir avoir une vie harmonieuse. Est-ce que le travail il était défini toute leur vie, c'était le même travail, ou bien ils alternaient, un coup c'était une femme de ménage, un coup elle faisait à manger, un coup elle s'occupait des vêtements. Donc les femmes de ménage c'était principalement des femmes, conception des femmes c'était principalement les femmes, et la nourriture principalement des femmes aussi. Pas la culture mais faire la nourriture. Après, les métiers changeaient en fonction de l'âge de la personne. Donc jusqu'à 40 ans, les bâtisseurs pouvaient rester bâtisseurs. À partir de 40 ans, on préservait leur corps, ils passaient à un métier moins dur. Et c'était comme ça, ainsi de suite. Donc toujours les plus jeunes faisaient les métiers les plus difficiles. Leur moyenne d'âge était d'environ de 130 ans à l'époque. Donc, arrivé à 85 ans, tout le monde arrêtait de travailler. C'est toujours les autres qui travaillent. Donc à 85 ans, ils sont à la retraite. Donc ils passaient environ 40 ans à la retraite. Donc beaucoup faisaient du bénévolat, allaient aider les autres, s'occuper des cérémonies, des organisations. Et les naissances étaient hautement contrôlées. On avait le droit à 7 enfants, mais il arrivait que des générations soient privées de faire beaucoup d'enfants, donc on les incitait à en faire plus. Il y avait un équilibre constant entre la population qui était inactive et la population active. Il fallait qu'ils aient un tiers de population infantile, un tiers de population active et un tiers de population inactive. Ça permettait d'avoir toujours un équilibre. Ça permettait de ne pas avoir une surpopulation. Ça permettait de gérer la nourriture. Et dans chaque grande cité atlante, c'était géré comme ça.
ils n'ont jamais eu de soucis avec ça. Et les cités atlantes, elles ont existé sur toute la Terre, donc tout en haut de Gaïa. Hein. Oui. Donc il faut comprendre que Gaïa, c'est énorme, et la Terre, elle est située en haut de Gaïa, là où nous sommes, nous, actuellement. D'où toujours ce problème de personnes qui pensent qu'on est sur une Terre plate. En fin de compte, oui, on est sur du plat, sauf que Gaïa, elle est énorme, quoi. Donc on est entouré de glace. Donc elles ont existé un peu partout. Hein. Donc la plus belle, c'est celle où on est là, qu'on voit. Mais à différentes époques, elles ont existé partout sur Terre. Donc il y a eu environ combien de grosses cités atlantes sur la planète, enfin sur Terre? Plus d'1 millier. La plus aboutie est celle qui est en train de se découvrir tout doucement en Antarctique, donc Ursina, celle dont nous parlons. Ce n'est pas la plus grande, il y a eu plus grand encore, mais c'était la cité un peu comme la capitale. C'était la cité du savoir aussi, elle portait souvent ce nom. On l'appelait la cité des savoirs, tout y était répertorié. Il y avait une grande bibliothèque, donc il y avait des livres importants. Et par exemple, un Atlante qui vivait dans un autre lieu, est-ce qu'il avait la possibilité de venir s'installer? Est-ce qu'il pouvait s'intégrer facilement dans la ville? En fait, s'il voulait s'installer ailleurs, il avait le droit de venir, être de passage. Il fallait prévenir avant pour qu'on lui prépare un hébergement et qu'on puisse donc le nourrir, le blanchir. Donc s'il voulait venir habiter définitivement, il fallait qu'un habitant de la cité prenne sa place. En fait, une cité ne perdait jamais d'habitants et n'en prenait quasiment jamais. Tout était contrôlé. Elle était faite pour une taille, par exemple, de 20 000 habitants. Donc la cité dont on parle, Ursina, la cité des savoirs, ils étaient 2 450 000 habitants. C'était pas la plus grande. Mais elle était très prisée. Tout le monde voulait habiter là, quoi. Ils pouvaient se déplacer à leur guise, mais c'était difficile de demander à vivre quelque part, quoi. C'était assez compliqué. On ne pouvait pas rentrer comme ça dans une cité et s'installer. Il y avait des règles. Et c'était normal parce que c'est ce qui permettait justement de respecter la nature. Chaque cité, tout était à l'équilibre, tout était fait à l'équilibre. Il y avait un respect de la nature très très puissant. Et comment elles étaient alors leurs habitations? Principalement pierre, marbre, granit. Même les toits étaient faits de pierre. C'était un savant assemblage, un peu comme les voûtes d'une église, donc tout tenait à l'équilibre, il n'y avait pas de bois, donc ça ne pourrissait pas. Une isolation à base de boue et de végétaux qui sont mis entre eux. C'était appliqué sur tout le pourtour des maisons. Et cette boue, elle était lissée. Et ensuite, on récupérait que de la boue sans ces végétaux. On y mettait des colorants naturels pour donner de la couleur aux maisons. Et ces colorants étaient appliqués sur les façades des maisons. Il y avait énormément de couleurs pastel sur toutes les maisons. C'était très beau.
c'est magnifique. Ça pouvait être de plusieurs couleurs différentes. Non, chacun choisissait sa couleur, mais pastel. Pas de couleur imposée, mais pastel. Seul le noir, le gris et le rouge étaient interdits. Et par exemple, une maison, pour un couple, elle faisait combien de mètres carrés environ? Environ 100 mètres carrés. Une grande pièce était là, plus deux pièces, une pour les enfants, une pour les parents où ils dormaient, et une pièce principale. Donc tu veux dire qu'au départ, un couple s'installe, il a déjà son 100 mètres carrés, et quand des enfants arrivent, ils restent dans la même maison? Oui, tout est déjà prévu. Ouais. Et quand ils deviennent... Quand le couple passe en non-actif, en retraite, il y avait des quartiers pour les retraités. Et dans ces quartiers, donc leurs enfants, un de leurs enfants prend la maison. Et tout était calculé. Chaque maison était rénovée, elle resservait. Et les quartiers où allaient les anciens, ils étaient extrêmement vivants. Tout le monde était obligé d'aller voir les anciens, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tout le monde allait dans ces quartiers. Ce qui fait que, c'est bête à dire, mais ils mouraient dans la joie. Ils n'étaient jamais délaissés. Ils étaient toujours nourris, choyés. Il y avait une intention extrêmement particulière sur les anciens. Donc tu as travaillé toute ta vie, mais tu étais aussi récompensé. Donc les enfants ne gardaient pas les anciens chez eux. Ils allaient dans le quartier des anciens. Il y avait des travailleurs qui s'occupaient de ces quartiers, qui s'occupaient de tout ce qu'avaient besoin les anciens. Et par rapport aux anciens, donc, à partir de quel âge, on va dire, ils commencent à être en mauvaise santé? 120 ans. Quand ils sentaient que la dégradation arrivait, ils demandaient à mettre fin à leur jour. On les autorisait à le faire. Ils ne se laissaient pas très rarement vieillir en souffrance. Ils avaient une possibilité de donner fin à leur jour alors? Oui. En général, quand ils sentaient que la dégradation arrivait, ils se donnaient un an ou deux et ils partaient d'eux-mêmes. Quasiment toute leur vieillesse n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ils ne vivaient pas très peu de rhumatisme, pas de maladie, et ils ne mouraient pas seuls et ils ne vivaient pas seuls. C'est incroyable. Jusqu'à 120 ans, tu leur donnerais 60-65 ans. Il y avait des personnes de 80 ans, 90 ans. Ils voient des femmes, des hommes, ils leur en donnent 40. C'est incroyable. Quand ils partaient en inactif, donc tu donnes la moitié de ta vie à travailler et ensuite l'autre moitié on te récompense. Et les couples, quand ils partaient en retraite, ils partaient ensemble? Oui, toujours. S'il n'y avait pas eu de décès entre-temps, et les couples étaient tout le temps enterrés ensemble l'un sur l'autre. Est-ce qu'ils mouraient en même temps? Ou bien quand le deuxième mourait plus tard, il était enterré plus tard avec? Dans 99% des cas, le couple était de la même année. Et il commençait à se détériorer à un an près.
et ils prenaient souvent la décision de partir en même temps. Et on les enterrait de la même manière, l'un sur l'autre. Donc l'homme dessous et la femme dessus. Et souvent les couples pouvaient se séparer, ça pouvait arriver, mais c'était extrêmement rare. Et un couple qui se séparait ne pouvait pas aller avec une autre personne ensuite, c'était interdit. Donc il n'y avait pas d'abus de ce côté-là. Pas de bestialité chez les Atlantes. Dans les habitations, est-ce qu'il y avait des chauffages, des cheminées, de quoi se chauffer? Toutes les maisons, il y avait des canalisations faites en terre cuite et elles étaient toutes raccordées à un réseau. Il y avait de l'eau sous pression qui arrivait. Cette eau, elle était chauffée par les pyramides. La pyramide chauffait cette eau à environ 80 degrés. Le temps qu'elle traverse les maisons, le retour était à 60. En traversant les maisons, elle chauffait tous les planchers. Donc chaque maison prenait une température d'environ 20 degrés, quelle que soit la maison. Ils avaient une vie confortable. Et à l'époque, en Antarctique par exemple, il faisait combien de degrés? Ça correspondait à un climat européen. Environ le climat de l'Espagne. Donc les hivers étaient relativement doux. Cependant, les glaces n'étaient pas loin. Ils avaient quand même... il y avait déjà cette barrière de glace. Mais elle était beaucoup plus fine. Les Atlantes savaient que derrière c'était Gaïa. Ils y avaient accès? Non. Juste en 5D. Il fallait qu'ils prouvent patte blanche. On leur avait dit, si vous tenez plus de 5000 ans, dans la paix, on vous réintégrera, mais ils n'ont pas tenu. On va maintenant aborder la valeur des femmes, donc la place de la femme à l'époque. La femme avait la place que l'homme a aujourd'hui, celle de l'humanité. Elle était mieux considérée que l'homme. Les hommes avaient une possibilité énorme. S'ils voulaient, ils auraient pu très très facilement détrôner la femme, mais ils n'ont jamais voulu le faire. Si la femme a une place si importante, c'est parce qu'elle a un raisonnement différent de par sa nature. La femme laisse toujours parler son cœur avant la raison. La femme est pleine de bonté. La femme protège les enfants. En fait, elle protège tout ce qu'aujourd'hui l'humanité a détruit. Elle avait une place importante parce qu'il était impossible de se passer de ses décisions. On disait que la femme était juste. Et elle était juste en dessous les divinités et les déesses. Donc si les Atlantes ont tenu aussi longtemps, c'est grâce aux femmes. Et certainement pas aux hommes. Les bagarres étaient interdites. Personne ne se battait. Les violences conjugales ou avec un autre étaient interdites.
Les enfants étaient tous éduqués de la même manière. Les enfants aussi étaient mélangés, étaient éduqués par d'autres personnes. C'est pas parce qu'ils habitaient chez quelqu'un que cette personne leur faisait toute l'éducation. Une mère allait se spécialiser dans l'écriture, une autre mère allait se spécialiser dans les comportements sociaux, une autre sur les paroles, une autre sur l'histoire des paroles et ainsi de suite. Une autre allait leur apprendre à cuisiner s'il le fallait. Tout était partagé. Une grande communauté de partage. Tout ceci était organisé par les femmes. Les hommes à l'époque, si on les avait laissés faire, auraient eu le goût de la conquête. Ils auraient eu l'envie de possession, d'avoir plus que les autres. On arrive à la fin de cette troisième partie consacrée à la vie des Atlantes. Donc on a pu constater que cette cité appelée Ursina était gérée de façon à ce qu'il y ait une harmonie dans la communauté. Donc l'entraide y est primordiale et tout cela géré par les femmes qui étaient vénérées comme des déesses. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête.